donc pour terminer cette journée, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jean-Dominique Sénard, qu'on ne présente pas, le président de Renault, qui nous a fait le plaisir d'accepter pour parler d'industrie, pour parler d'énergie, pour parler de mobilité, pour parler de géopolitique, puisque voilà, l'automobile, qui était un secteur finalement assez propre, qui était dans son silo il y a quelques décennies, est un secteur qui aujourd'hui agrège des débats dans tout un tas de domaines qui dépassent de loin les 4 roues, le moteur et les sièges, qui sont les composantes de base d'une automobile et qui interpellent sur plein d'enjeux. Ça sera le sujet de notre face au think tank qui se présenteront tout à l'heure. Et je remercie Emmanuel Botta de Capital d'animer et donner le rythme qu'il faut à ce beau débat. Un grand merci à vous tous. Bonsoir à tous. Écoutez, je suis ravi pour commencer d'animer cette rencontre qui aura pour thème donc investir demain, éclairer les transformations économiques, organisationnelles et technologiques. Alors avant de démarrer, je me dois de vous rappeler que vous pouvez préparer les questions qui auront donc il y aura un petit court moment d'échange entre le public et les débatteurs en allant soit scanner le QR code qu'il y a sur le programme qui vous a été remis à l'entrée, ou soit en allant sur wooclap.com avec le mot de passe Sablon. Voilà, ça c'est fait. Nous avons avec nous ce soir effectivement Jean-Dominique Sénard, le président du groupe Renault. En face de vous, vous avez Sonia Bellit. Vous êtes docteur en économie et chef de projet pour la Fabrique de l'Industrie. Bonsoir. Olivier Babot, j'allais dire vous êtes un petit peu chez vous ici, puisque vous êtes le cofondateur des rencontres de Sablon avec le maire de Neuilly, Jean-Christophe Fromentin. Et enfin, Philippe Chalmin, vous êtes président fondateur de Cyclope, que l'on considère à juste titre très souvent comme la Bible des matières premières. Jean-Dominique Sénard, je vais peut-être vous laisser poser le cadre, si je puis dire. C'est pourquoi y a-t-il nécessité à la fois de réindustrialiser la France et en même temps de poursuivre la décarbonation de notre économie? Bien, merci beaucoup de votre accueil d'abord. Merci Jean-Christophe d'avoir pris cette initiative qui, je crois, est vraiment heureuse. Parce qu'évidemment, on se situe aujourd'hui dans un contexte mondial, j'allais dire, d'une complexité relativement impressionnante, où les interférences de toutes sortes, que ce soit des sujets géopolitiques, politiques, économiques, sociaux, environnementaux, j'en passe, identitaires et autres, interfèrent, je dirais, de façon croisée à peu près en permanence. Et quand je considère le titre de ce colloque, Décider dans un monde incertain, je pense qu'on est dans l'échelle de l'incertitude, nous progressons. Voilà. Et donc c'est heureux d'avoir ce genre de débat, parce que évidemment, pour répondre à cette question, on est obligé d'avoir un peu d'intelligence collective. On ne peut pas être tout seul dans son coin à y réfléchir. Et donc, il faut des débats. Et plus il y en a, mieux on se porte. Et je crois que les débats qu'on va aborder ce soir sont tout à fait d'actualité et évidemment sont portés par une entreprise comme Renault, mais pas que. Alors évidemment, j'ai vécu 15 ans à Clermont-Ferrand, à l'époque où je dirigeais Michelin, et donc je suis devenu un peu familier d'un grand philosophe qui s'appelait Blaise Pascal, que vous connaissez tous. Il avait une phrase, je crois, qui est restée célèbre, qui disait qu'on ne travaille jamais que pour l'incertain. Ça n'empêche pas un peu de méthode, malgré tout. Et quand on pense ce qu'il a fait, lui, dans les années 1650, inventant cette machine incroyable qui était la Pascaline, qui était, en termes d'innovation, quelque chose d'absolument insensé, que les gens connaissent relativement peu d'ailleurs. Et quand on pense que c'est lui qui a été probablement la première étape d'un début d'intelligence artificielle, quand il a créé le premier réseau de transport parisien, etc., tout ça avec un degré de calcul et de probabilité, on se dit que finalement, les soucis dont on parle aujourd'hui remontent assez loin. Et que les questions d'intelligence artificielle aujourd'hui, qui prennent une dimension dont je suis certain qu'on va parler, parce que ça recouvre une grande partie des sujets que vous avez évoqués, sont une vraie question par rapport à la complexité dont je viens de parler. Un mot peut-être pour introduire le débat sur Renault. Qu'est-ce que ça veut dire pour Renault que de décider dans un environnement incertain? Évidemment, il faut intégrer notamment ce que vous venez de dire, qui est que
Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation où nous avons à faire face à 4 révolutions simultanées. Je dis simultanées parce qu'on aurait pu imaginer qu'elles étaient consécutives, mais non, elles sont simultanées, ce qui rend la chose un peu plus piquante. À l'évidence, la question de la décarbonation dont vous parlez, de révolution, j'allais dire, de transition énergétique, la révolution technologique qui est une conséquence de cela, la révolution digitale que vous connaissez bien mais qui prend son ampleur aujourd'hui à travers ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, et puis la révolution des usages. S'agissant de la mobilité, vous savez tous ici que les choses évoluent. Ce n'est pas forcément une question générationnelle, mais ça l'est un peu quand même. Et évidemment, une entreprise comme Renault, avec toutes les autres évolutions, doit tenir ça en compte. Ça fait beaucoup de choses, sachant que, en même temps, nous avons décidé de faire le pari de la France. Une grande partie de nos activités, notamment à valeur ajoutée, seront sur la France. Et avec Luca De Meo, le directeur général, et toute l'équipe qui l'entoure, nous avons fait ensemble ce pari que personnellement j'ai toujours fait dans ma vie industrielle, qui est de tout faire pour que l'industrie reste en France et qu'on sauve, je dirais, d'abord ce qu'il en reste et que surtout on recrée cette industrie. Je crois que vous avez eu un débat là-dessus tout à l'heure, donc je ne sais pas si on y reviendra. Mais quoi qu'il en soit, ce pari de la France n'est jamais gagné et je suis bien décidé à faire en sorte qu'on le gagne. Voilà, ayant dit ça, on a devant nous des défis considérables. On doit aller chercher, bien entendu, tous les vecteurs de performance à travers les produits, à travers notre recherche, à travers l'innovation. Le socle de tout ça, et vous ne serez pas surpris si je vous dis ça, le socle de tout ça, c'est la cohérence qu'il y a dans l'entreprise aujourd'hui à travers une raison d'être qui est maintenant bien définie, une raison d'être qui porte une signature qui dit que nous faisons battre le cœur de l'innovation afin que la mobilité nous rapproche les uns des autres. C'est une phrase qui est assez belle et quand vous y voyez la notion de cœur et la notion d'innovation, vous retrouverez Renault. Et cette innovation est au cœur du système stratégique du groupe. C'est pour ça que c'est cohérent. Et quand on parle d'innovation, on ne parle pas uniquement, j'allais dire, de technologie. Dieu sait si pourtant nous sommes plongés là-dedans depuis maintenant 120 ans. On parle d'économie circulaire, mais aussi on parle d'organisation, parce que les révolutions que nous connaissons en ce moment chez Renault passent par un changement d'organisation assez puissant à l'intérieur du groupe, dont je pourrais vous parler si vous voulez, parce qu'il y a une dimension de responsabilisation qui est à mes yeux absolument essentielle. Et nous avons donc ces grands changements qui sont en cours. J'en rajouterai peut-être un, si vous voulez bien, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise Renault, comme bien d'autres, mais on est bien consciente, ne peut plus vivre seule. Nous vivons dans un système que j'appellerais élargi, d'écosystème, où les entreprises ne peuvent plus fonctionner seules, mais elles fonctionnent en collaboration avec d'autres. Le meilleur exemple que je puisse vous donner pour nous, c'est l'alliance avec Nissan et Mitsubishi, que j'ai l'honneur de présider, et qui est en réalité déjà en tant que tel un réseau qui nous permet de répartir les tâches chez les uns, chez les autres. Par exemple, chez Nissan, les grands travaux sur les futures batteries, qu'on appelle les batteries sèches, etc., mais qui sont probablement la technologie d'avenir. Chez nous, nous occupons par exemple beaucoup plus de toute la recherche sur les futurs véhicules et les futures architectures électroniques de véhicules qui sont absolument essentielles pour l'avenir de la mobilité. Voyez-vous, un autre exemple, et j'en arrêterai là, mais nous avons créé avec Luca De Meo un ensemble qui s'appelle la Software République, c'est un terme que j'aime bien finalement, et qui consiste à mettre Renault au cœur d'un système où avec des Dassault Systèmes, des Orange, des Atos, des ST Microelectronics, nous faisons un groupe de grands travaux d'experts qui sont en train d'imaginer la mobilité du futur avec déjà des résultats très impressionnants. Mon point, voyez-vous, c'est que la révolution, l'innovation, c'est pas simplement la technologie, c'est aussi l'écosystème et c'est aussi l'organisation. Voilà, ayant dit ça, je voudrais surtout laisser la parole aux grands experts qui sont là. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous. Vous en savez, dans certains cas, beaucoup plus que moi. Mais bon, si on peut au moins partager quelques observations et surtout quelques convictions, vous m'envoyez ravi. Donc, je vous dis merci encore pour votre accueil. Merci, Monsieur Sénard.
qui dit décarbonation dit aussi, et le plus souvent, électrification. Philippe Chalmin, on a échangé avant cette conférence. Vous m'avez effectivement confié, si je puis dire, votre inquiétude. Enfin, ce que vous me disiez, effectivement, je ne reprends pas vos mots, mais vous posiez la question, est-ce qu'on s'est pas mis dans une très grande insécurité, dépendance en faisant ce choix de l'électrique au niveau européen, évidemment, et en y allant, j'allais dire, pied au plancher, alors même qu'on est dans une grande dépendance, notamment par rapport aux métaux rares. Je pense au cobalt, au lithium, qui sont nécessaires à la chimie des batteries et qui sont, dans une très grande majorité, sous la domination chinoise. Vous trouvez en tout cas que c'est une vraie menace qui pèse sur l'Europe? Incontestablement. Je voudrais simplement reprendre un petit peu ce que disait Jean-Christophe Fromentin en introduction. C'est vrai que pendant longtemps, il me semble, l'industrie automobile, pendant presque tout le XXe siècle, a fonctionné pratiquement sur le même paradigme. C'était quand même pas très compliqué. Il y avait 4 roues, un volant et un moteur. Je vous signale d'ailleurs qu'au départ, on a eu quelques doutes, puisque le premier véhicule à dépasser les 100 km/h fut la jamais contente de Camille Genazzi, un constructeur belge, qui était une voiture électrique. Ça n'a pas duré. On s'est bien assis sur le moteur thermique. Alors certes, les voitures ont un peu évolué, on a mis de plus en plus d'électronique, mais au fond, je caricature peut-être à l'excès, mais il me semble qu'il n'y a pas eu énormément de modifications, je dirais, en termes de conception, presque depuis la Ford T. On a rajouté quelques Japonais ou Coréens, mais au fond, on était un petit peu sur le même métier. Et puis, c'est peut-être à ce moment-là que vous entrez en scène au moment où vous prenez la présidence de Renault. On est face aujourd'hui à 3 chocs majeurs. Le choc que vous avez mentionné, celui de la transition énergétique. Je vous rappelle quand même que l'année dernière, non, il y a 2 ans, la tonne de carbone en Europe a failli atteindre les 100 euros. Elle a baissé depuis, mais ça veut dire que l'on était capable, au niveau européen, pas au niveau mondial, de mettre un prix sur le carbone. On a eu, qu'on le veuille ou non quand même, un choc technologique, on va en reparler, l'électrique, l'hydrogène, dont il faudra quand même dire un mot, et puis aussi quand même un choc géopolitique. Les Japonais, les Coréens, on les avait apprivoisés. Nous avons maintenant la Chine, et puis surtout une géographie des ressources minières qui devient quand même relativement difficile à maîtriser. Et au fond, c'est ça qui me semble important aujourd'hui pour une entreprise dans un secteur comme celui de l'automobile. Comment éclairer ces transformations, sachant que vous avez aussi à gérer le choc entre le rationnel, qui c'est celui de la technologie, qui est celui de l'économie, et, appelons un chat, l'irrationnel des politiques. Alors, revenons sur un petit peu ma spécialité, les véhicules électriques. Admirable idée, bien entendu, qui finalement n'adhère à l'idée qu'en 2035, on ne fabriquera plus que des véhicules électriques en Europe, qu'il n'y aura plus de véhicules à moteur thermique. Très bien. Est-ce que l'on n'a pas mis quand même un petit peu la charrue de l'électrique avant les bœufs et le bœuf des ressources naturelles? Vous venez de le dire, nous avons quand même des problèmes. Dans les technologies actuelles, dans une batterie, il y a un côté l'anode où vous avez du graphite, de l'autre côté, on met du lithium, on met du cobalt, on peut mettre du nickel, etc. Donc on a un certain nombre de métaux électriques dont on vient de se rendre compte qu'au niveau mondial, nous avions un approvisionnement qui pouvait être aléatoire, avec des dépendances. Les 2/3 des réserves mondiales de cobalt sont dans un pays sympathique où règne la charité et l'amour du prochain, la République démocratique du Congo. Ça pose quand même un certain nombre de problèmes. J'ai cité le lithium, le cobalt, on pourrait citer le nickel avec le poids de l'Indonésie. Et là derrière, bien entendu, au-delà même de la fonction minière, le fait que, comme vous venez de le dire, l'essentiel de la métallurgie se trouve, pour des raisons environnementales,
concentré sur la Chine. Je vous rappelle que pendant longtemps, la France fut le cœur de l'industrie des terres rares. Ron Poulenc, devenu Rhodia, puis Solvay, était à La Rochelle. C'était le hub de production des terres rares. C'était relativement polluant et on a tout fait pour que aujourd'hui la métallurgie des terres rares soit concentrée à 80% en Chine. Il en est de même pour le lithium, il en est de même pour le cobalt, etc. Je vous rappelle aussi qu'on se focalise toujours sur tous les métaux électriques, mais dans la transition énergétique, dans une voiture à moteur thermique, il me semble qu'il y a 25 kg de cuivre, dans une voiture à moteur électrique, il y en a 55 kg. Dès cette année, dès 2024, nous allons rentrer dans une situation de déficit structurel sur la scène mondiale du cuivre, sachant que chaque fois que l'on veut ouvrir une mine, en France, on ne parle plus d'ouvrir de mines. En Europe, ça devient de plus en plus difficile. Mais même dans le reste du monde, nous avons tous les activistes écologiques de la planète, les mêmes qui sont des partisans de la transition écologique, qui disent non, nous ne voulons pas cette mine dans notre backyard. Vous ne croyez pas, pardon, Monsieur Chalmin, vous ne croyez pas du tout, et on a entendu Thierry Breton notamment parler de possibilités de rouvrir des mines, en tout cas évoquer la possibilité, vous n'y croyez pas, vous pensez que l'acceptation sociale est trop... Là, il faut quand même être raisonnable. En termes de ressources minières, sur ces métaux dits stratégiques, on n'a quand même pas grand-chose. Et si je prends le cas du lithium, on commence, et Eramet commence à sortir du lithium. Alors, il gêne personne parce que ça sort par des forages d'eau en Alsace. Et puis, Imerys a découvert quand même que sous une carrière de kaolin, il y avait, quelque part du côté de Clermont-Ferrand, il y avait une mine de lithium. Immédiatement, tous les écolos du coin ont dit mais non, il ne faut surtout pas y toucher. Je vous rappelle que la Serbie a le plus gros potentiel de lithium en Europe. Ils ont refusé le développement proposé par Rio Tinto. On a des potentiels de lithium au Portugal, mais ne nous faisons pas d'illusions. En termes Europe, nous n'avons pas de cobalt, nous n'avons pratiquement pas de cuivre si c'était en Pologne. Donc le côté minier, je dirais pratiquement, mais la Chine n'est pas dans une si bonne situation aussi. L'autre goulot d'étranglement, c'est celui de l'industrie, c'est celui de la métallurgie. La métallurgie de ces métaux est souvent quand même relativement polluante. Et donc, avant que l'on arrive à les objectifs de la commission, c'était 15% de ressources minières, 35% en termes métallurgiques, on en est quand même relativement loin. Et de toute manière, il faut bien se dire que le vrai goulot d'étranglement, à mon sens, et non seulement pour l'industrie automobile, mais pour l'ensemble de l'industrie, au travers d'une transition énergétique fondée quand même sur l'électrification, le cuivre est incontournable. Et le cuivre, nous allons de plus en plus en manquer, même si nous faisons d'énormes progrès en termes d'économie circulaire. La vraie question aussi qu'il faut se poser, c'est de savoir, nous imaginons qu'aujourd'hui, le lithium et le cobalt sont à peu près incontournables, le seront-ils demain? Le seront-ils demain en ce sens que, quelles seront les batteries Jean-Dominique Sénard, vous parliez des batteries sèches. Bon, il y aura peut-être aujourd'hui l'essentiel des batteries utilisées dans nos véhicules, y compris dans les vélos électriques ou les trottinettes qui ont permis à tous nos amis de nous rejoindre ce soir, eh bien, ce sont des lithium-ion. Est-ce que demain, les technologies n'auront pas évolué? Une des grandes questions que doit se poser un industriel, c'est pas tant de savoir qu'est-ce qui est stratégique aujourd'hui, mais qu'est-ce qui sera stratégique dans 10 ans. Parce que c'est aujourd'hui que l'on peut préparer éventuellement les mines de demain, mais aussi les mines urbaines que peut-être le recyclage. J'ai parlé des véhicules électriques, j'aurais voulu qu'on dise un mot aussi de l'hydrogène, parce qu'aujourd'hui l'hydrogène c'est véritablement la tarte à la crème du moment. Tous les politiques nous disent, vous inquiétez pas, l'hydrogène ça va être la solution. Le problème c'est que la rentabilité électrique de l'hydrogène est extrêmement faible, que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à promener, à balader, et que, d'autre part, l'hydrogène, ce serait la pile à combustion pour les automobiles. J'ouvre un autre chapitre, celui des platinoïdes, répartis entre la Russie et l'Afrique du Sud, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas forcément
extrêmement pratique. Donc, la question que j'aurais tendance à poser à Jean-Dominique Sénard, revenons sur les véhicules électriques. Bon, on va imaginer que dans 50 ans, il y aura encore des voitures. Ça, c'est peut-être d'ailleurs pas une certitude. Mais imaginons qu'il y ait encore dans 50 ans des voitures. Avec quoi fonctionneront ces voitures? Imaginons qu'elles seront électriques, ils auront fait le saut, mais quels seront les métaux qui seront intégrés dans les batteries de ces voitures? C'est là une question majeure, sachant que nous voyons bien que nous mettons la tête sur le billot de dépendance en termes de matières premières, le côté minier, de dépendance métallurgique en termes de première transformation, voire quand même en termes même de batterie, puisque aujourd'hui, les leaders mondiaux des batteries, c'est CATL, c'est BYD, je vous le fais en français, ce sont des fabricants chinois. Il n'y a pas, dans les 10 premiers des batteries dans le monde aujourd'hui, il n'y a pas un Européen, il y a des Chinois, des Sud-Coréens et quand même quelques Japonais. Voilà. Je m'en arrête là. Vous avez cité Blaise Pascal. Je vais tordre Éluard. Éluard, il disait qu'il ne fallait jamais regarder le passé avec les yeux d'aujourd'hui. Je me demande si on peut regarder l'avenir. Il ne faut surtout pas regarder l'avenir avec les technologies d'aujourd'hui. Et pour moi, l'interrogation majeure, c'est l'interrogation technologique, c'est l'anticipation. Qui aurait anticipé il y a 20 ans que nous allions connaître ce choc sur les véhicules électriques? Tout le monde imaginait qu'on pouvait en faire. Elon Musk, qui est un horrible personnage, nous a démontré que c'était faisable en grande masse. Et au fond, c'est lui qui a initié cette révolution que nous vivons aujourd'hui. La seule certitude que j'ai, c'est qu'il y en aura encore bien d'autres demain. Jean-Dominique Sénard. Que de sujet. Merci pour cette fresque. Écoutez, il y a énormément de choses que vous avez évoquées. Je vais essayer de prendre un peu en synthèse. Peut-être, si vous me permettez, deux remarques, juste pour relever le fait que c'est faire peu de cas d'incroyable travail de génération de techniciens et d'ingénieurs dans l'industrie automobile que de dire qu'il ne s'est rien passé entre 1905 et aujourd'hui. Je vous le dis simplement parce que quand même, il y a eu une évolution phénoménale parce qu'en effet, et là vous avez certainement raison, en Europe, nous étions arrivés à un degré de technologie sur les moteurs thermiques absolument exceptionnel. Voilà. Ces moteurs consommaient de moins en moins et j'allais dire presque quand on s'en occupait pas soi-même, la réglementation s'en chargeait puisque les Euro 1, Euro 2, 3, 4, 5, 6 sont faits que petit à petit. Donc il y a eu un énorme travail. Voilà, juste la deuxième remarque peut-être, c'est que simplement dire que tous les hommes et femmes politiques ne sont pas irrationnels. Je regardais Jean-Christophe, au moment où vous disiez ça, j'en connais un au moins qui lui est très rationnel. Voilà, donc écoutez, je peux marquer le coup. Alors au-delà de ça, le diagnostic que vous avez fait, et je ne vais pas le contester une seconde, d'ailleurs c'est pas faute d'en avoir parlé avant que les décisions soient prises à Bruxelles. Seulement, nous l'avons fait à un moment donné où l'industrie automobile était à peu près inaudible à cause du scandale Volkswagen. Je vous fais l'histoire courte. Pendant cette période-là, où il y a eu un vrai problème chez Volkswagen, l'industrie automobile est devenue inaudible. Et donc, tous les propos que nous pouvions tenir en France, à Bruxelles ou ailleurs, n'étaient tout simplement pas écoutés. Je rappelle simplement une chose, lorsque on a fait une convention citoyenne sur l'environnement, je rappelle simplement que les organisateurs ont juste oublié de faire parler un cadre, un ingénieur, un président de l'industrie automobile. Personne n'a été entendu pendant 6 semaines. Après ça, comment voulez-vous vous étonner que la conclusion soit un peu bancale? Je ferme la parenthèse. Sur le diagnostic, oui, vous avez raison. La Chine, depuis 25 ans, on ne peut pas leur reprocher une vision stratégique. Depuis 25 ans, a mis la main sur 65 à 70% des mines dans le monde nécessaires à la fabrication des batteries. Vous avez cité tous les matériaux, vous avez oublié le manganèse, enfin, il en fait partie. Ce qui est pire, c'est que dans le même temps, elle investit des milliards d'euros pour raffiner ces métaux. Parce qu'une chose est de les extraire, une autre est de les raffiner. Parce que vous devez savoir que pour créer une cellule de batterie, il faut du métaux raffiné. Ça veut dire parfois 3 ou 4 étapes industrielles majeures, lourdes,
Et nous n'avons absolument pas de ça en Europe. La Chine l'a fait et aujourd'hui elle maîtrise à peu près 70% en moyenne du raffinage de ces métaux. Vous avez évoqué le graphite, 93% du graphite est raffiné en Chine. Alors évidemment, la décision qui a été prise par Bruxelles, vous savez que nous avons tenté de l'amender à un moment donné, nous n'avons pas été écoutés finalement et nous sommes restés sur l'idée de 2035. J'ai souhaité pour ma part, je n'étais pas le seul, repousser un peu plus l'échéance à 2040, notamment sur les moteurs hybrides qui sont absolument remarquables. Je vous garantis, je suis venu avec une voiture qui est un moteur hybride qui est absolument exceptionnel. J'en profite pour faire un peu de publicité. Si vous avez l'occasion, je prends les commandes à la sortie, mais voilà. Mais tout ça pour dire il y a là, si vous voulez, une décision qui a été prise, dont acte. À partir du moment où elle est prise, il faut savoir comment on fait. Ce que je reproche à cette décision, c'est qu'elle a été prise sans la moindre analyse d'impact. Cherchez-la, vous ne la trouverez pas. Or, c'est tout de même, de mon point de vue, la base même d'une décision politique, au sens large du terme, que de faire une analyse d'impact social, économique et stratégique. Et la question stratégique que vous évoquez est bien réelle. Nous nous sommes retrouvés d'un seul coup avec un défi phénoménal dont on a commencé à parler l'année dernière, vraiment, pas avant. Ce défi fondamental que vous avez décrit, sur lequel je ne reviens pas, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes globalement dépendants de la Chine, en effet, sur des livraisons considérables et de batteries et, j'allais dire, de technologies dans la matière. Alors, ce défi, il est devant nous, et la question est de savoir comment on va faire. Je voudrais aussi vous laisser, au-delà de ce diagnostic, sur une note d'optimisme. Si je disais tout à l'heure que nous avons décidé, Renault, de porter sur la France tout notre effort qui va consister à créer les véhicules électriques de la gamme d'ici 2030, c'est en faisant un pari formidable. Nous sommes décidés à arriver à faire en sorte de nous confronter à cette compétition phénoménale qui nous vient de Chine aujourd'hui, notamment à travers la question des batteries, bien sûr, mais notamment aussi, tout simplement, à cause des véhicules qui arrivent aujourd'hui en France. Vous savez qu'aujourd'hui, les bateaux qui traversent ces océans sont pleins de voitures chinoises qui sont en train d'arriver en Europe. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas aller en Inde, l'Inde s'est fermée, elles ne peuvent pas aller aux États-Unis parce que les États-Unis ont compris le truc, ils ont fermé en 15 jours leurs frontières, ils font leur travail chez eux, ils font une transition absolument incroyable, mais chez eux avec des moyens considérables. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'Asie du Sud-Est et puis l'Europe. Et donc la Chine est en train, parce qu'elle a des problèmes économiques chez elle, d'exporter massivement ces véhicules chez nous. Ils arrivent moins chers. Pour la raison simple, c'est qu'ils sont subventionnés naturellement dans tous les coins, en particulier en amont, à cause de ces fournitures de métaux et que la Chine maîtrise. Et le grand défi que nous avons, c'est d'arriver à réduire nos coûts dans cette technologie électrique que nous savons parfaitement maîtriser, les réduire suffisamment pour faire très vite face à cette concurrence. Je vous laisse avec cette note d'espoir, un défi énorme, mais une volonté absolument déterminé de l'équipe de Renault, Luca De Meo, son équipe, et puis moi-même évidemment, d'arriver à contrer cet événement qui est un défi considérable. La question du coût est évidemment au cœur de cela. Faire le pari de la France, c'est, vous le savez bien, faire le pari de la compétitivité. On a encore un peu de chemin à faire, vous le savez. On pourrait rentrer dans les détails. Enfin, tout de même, les questions de la fiscalité, la question du coût du travail sont au cœur de tout cela. Ce sont des débats que nous avons aujourd'hui, vous vous en doutez, avec toutes les autorités qui vont bien. Il va bien falloir évoluer dans ce domaine si on veut gagner notre pari. Et puis aussi, on a nos propres travaux à faire pour arriver à reconcevoir nos véhicules. Vous l'avez dit tout à l'heure, Tesla, me disiez-vous, était le fabricant qui a réussi à innover de façon instantanée. Il l'a fait, oui, c'est vrai, et il faut le reconnaître, mais il est parti d'une page blanche, et il est parti aussi dans un univers nord-américain qui lui a favorisé la vie pendant des années, alors qu'il perdait tout ce qu'il savait, que jamais une entreprise française n'aurait pu, dans ce contexte-là, supporter plus de 2 ans. Et donc il a été porté par un système, j'allais dire, sans exagération, politico-économico-militaire, qui est la force de frappe des États-Unis, qui ont permis de survivre et de créer, à partir d'une page blanche,
quelque chose de tout à fait exceptionnel qui aujourd'hui est effectivement enviable et qui nous oblige à reconcevoir complètement nos véhicules pour arriver non seulement au même résultat, mais à des coûts qui vont bien. On va le faire, je vous le promets, on va le faire. Nos équipes sont déjà complètement branchées là-dessus. On n'est pas en train de rester dans nos deux sabots, on est en train de le faire. Ça va prendre un petit peu de temps, mais on va y arriver. L'autre chose, et qui est un élément également d'espoir, c'est que vous avez parlé d'innovation en matière technologique, et je crois que nous avons le droit de penser que la dépendance que nous avons aujourd'hui à cause des matériaux nécessaires pour ces batteries peut éventuellement changer. Déjà aujourd'hui, on est en train de se pencher sur la question des batteries dites LFP, c'est-à-dire lithium, fer, phosphate. C'est plus tout à fait les mêmes métaux. Au passage, d'ailleurs, ils sont plutôt plus économiques. Bien, c'est une voie, c'est pas la seule, mais c'est possible. Et l'autre est évidemment peut-être plus incertaine, mais enfin Pascal nous a dit qu'on travaille pour l'incertain. C'est ce travail sur des nouvelles catégories de batteries qui seraient, que j'appelle les batteries sèches ou quasi-sèches, qui font appel à, si vous voulez, des technologies de matériaux un peu particulières, notamment les céramiques, qui permettraient, j'allais dire, de réduire considérablement le coût de fabrication de ces batteries et surtout de leur donner une durée de vie beaucoup plus longue et d'une manière générale une efficacité. Ça n'est pas encore là, je suis d'accord, mais on parle de 2028, 2029, c'est pas très loin. Si jamais ça marche, ça change la donne. Je suis d'accord avec vous, ça voudra dire quand même un changement majeur de paradigme dans les usines de fabrication de batteries. Mais c'est possible. Et si ceci existe, pourquoi pas? Je voudrais vous dire aussi que face à tous ces défis, c'est notre responsabilité, la mienne en particulier, mais pas seulement, de prévoir des aléas. Parce que vous avez raison de dire que les aléas peuvent arriver. J'ai été le premier à dire aux plus hautes autorités de l'État français ici que les crises géopolitiques, ça existe. Si une crise géopolitique arrivait dans des conditions compliquées d'ici 2, 3, 4 ans, voyez-vous ce que je veux dire? Les 93% de graphite qui nous viennent de Chine, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas plus d'un mois, la Chine a décidé, parce qu'ils trouvaient qu'on les chatouillait un petit peu trop sur les questions justement de subventions, véhicules, etc., a décidé simplement de restreindre l'accès au graphite. Peu de gens en ont parlé, mais comme vous l'avez dit, pour faire une anode, il faut du graphite. Imaginez-vous ce qui peut se passer si la Chine décidait de généraliser ces mesures de restriction à l'accès de façon très aimable à ces trucs. On a un vrai problème. Alors, chez le groupe Renault, on a décidé d'avoir un plan B. Ce plan B consiste à conserver nos usines de moteurs thermiques. On les conserve, on conserve leur technologie, on conserve la volonté de les faire encore progresser. On a des équipes extraordinairement pointues qui y sont dédiées parce qu'on a la conviction que le moteur thermique, de toute façon, dans les 30 ou 40 années qui viennent, dans le monde entier, on en aura bien besoin et qu'on ne voudrait pas laisser ce marché à d'autres personnes. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'on associe à ces moteurs thermiques la recherche, et là aussi on ne travaille que pour l'incertain, mais la recherche sur des carburants alternatifs. C'est quoi les carburants alternatifs? Vous avez évoqué l'hydrogène, on pourra en dire un mot. C'est aussi ce qu'on appelle l'e-fuel, que parfois certains dénigrent aujourd'hui parce que c'est assez cher, c'est pas encore économique. Mais l'e-fuel, c'est la chose suivante. Ça consiste à capturer du carbone dans l'air ou à la sortie des usines et de le mélanger de façon chimique avec de l'hydrogène vert. Et ça vous donne un carburant alternatif qui neutralise instantanément le carbone que vous générez quand vous l'utilisez. Vous le capturez dans l'air, vous le ressortez, c'est sûr, après la circulation du véhicule, mais vous le neutralisez. Du jour au lendemain, si ceci est possible, et les grands experts pétroliers qui nous accompagnent dans cette aventure disent que ça serait possible d'ici 3, 4, 5 ans maximum, à un coût économique valable, et bien d'un seul coup, vous décarbonez brutalement l'ensemble des moteurs thermiques actuels parce qu'on n'avait pas besoin de les changer pour prendre ce carburant. Je ne voudrais pas être trop long, mais je voudrais vous dire qu'on est hyper conscient de ces défis. Vous les avez très bien analysés. Je vous dis qu'on n'a pas toutes les réponses, mais qu'au moins, on va se battre pour y répondre. Et que si on n'y arrivait pas, on a un plan B. Reconnaissez que c'est notre responsabilité de protéger l'avenir de notre entreprise, de protéger les 120 000 personnes de Renault qui y travaillent. Je ne veux pas qu'un jour ou l'autre, on puisse me retourner en me disant « mais
Qu'avons-nous fait? On savait, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait pour protéger l'avenir de cette industrie. On revient. Merci. On reviendra plus en détail effectivement sur les problématiques de recherche et les perspectives que la R&D pourrait donner, mais j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu effectivement sur le danger effectivement d'être dans la main, en tout cas en termes d'approvisionnement des pays asiatiques et plus particulièrement de la Chine. Sonia Bellit, la Fabrique de l'Industrie, a justement produit une étude qui montre que le secteur automobile a déjà fait face à un certain nombre de crises d'approvisionnement sans jamais mettre, dites-vous en tout cas, de véritables plans d'action de sécurisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, dans cette étude, on montre, les deux auteurs montrent à quel point c'est difficile pour les entreprises, pour les pouvoirs publics, de mettre en place des stratégies de sécurisation d'approvisionnement. Et donc, il est aussi montré que finalement, le secteur automobile, il a été traversé par plusieurs crises du fait de ses dépendances, plusieurs grandes crises d'approvisionnement. En 2007 avec les platinoïdes, en 2011 avec les terres rares, du fait d'un incident diplomatique entre la Chine et le Japon. Donc la Chine avait décidé de restreindre ses exportations de terres rares. En 2018 avec l'alumine, alors là il s'agissait de sanctions américaines à l'égard d'oligarques russes qui détiennent, et on s'en est rendu compte finalement en ce moment-là, une raffinerie d'alumine qui appartient donc aux Russes et qui fournit 80% de l'industrie européenne. Et puis récemment, 2021, après la crise Covid, une forte demande. Et là, encore une fois, les constructeurs automobiles sont confrontés à une pénurie de semi-conducteurs, puisque soumis, très dépendants d'une entreprise, TSMC, qui les approvisionne à hauteur de 80%, il me semble, et qui a choisi de privilégier la filière électronique plutôt que les constructeurs automobiles, et avec les conséquences qu'on connaît, notamment des arrêts de production. Donc il y a des risques géopolitiques, sanitaires qui ne sont pas sans conséquences sur le secteur automobile et qui ne sont pas nouvelles, ce ne sont pas nouveaux ces risques. Et pourtant, ce que montre l'étude, c'est que les stratégies de sécurisation d'approvisionnement, elles sont limitées. Et pourquoi elles sont limitées? Pour plusieurs raisons. Parce qu'en réalité, il est difficile d'anticiper un événement géopolitique. Un événement, finalement, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc comment se prémunir d'un risque qu'on ne connaît pas? Ensuite, il y a des risques qui ont une probabilité d'occurrence qui est très faible. Et dans ce cas-là, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se prémunir de ce risque qui est très faible? Donc il y a des analyses coût-bénéfice et finalement... Oui, car tout ça a un coût, effectivement. Ouais. Voilà, si c'est plus coûteux, on va préférer gérer le risque plutôt que s'en prémunir, plutôt que l'anticiper. Et puis ça a été dit, il y a des changements technologiques. Donc à l'instant T, le cobalt, on en a besoin, mais peut-être que finalement on va mettre en place la recherche, grâce à la recherche et développement, on va développer des nouvelles batteries dans lesquelles on n'a pas besoin de cobalt. Et dans ce cas-là, notre stratégie de sécurisation d'approvisionnement en cobalt sera obsolète. Donc voilà, donc ça c'est une première question que j'aurais. Quelles sont aujourd'hui les stratégies de sécurisation et des approvisionnements dans le secteur automobile? Puisque je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, peut-être depuis la crise Covid, puis avec la transition énergétique, écologique qui est en marche, et toutes les dépendances en métaux auxquelles on est soumis. C'est une première question. Mais ça relie bien à ce que nous avons évoqué tout à l'heure, mais vous avez été plus loin, et alors vous avez évoqué d'autres dépendances, et notamment la question des semi-conducteurs, qui a été effectivement un moment de crise épouvantable. On en a connu quelques-unes depuis 4 ans. J'avoue que j'ose pas vous dire, mais j'ai accumulé un nombre de crises absolument sympathiques. Celle-là, j'allais presque l'oublier. J'allais dire, elle nous a paralysé la moitié de nos usines pendant un certain temps, pour les raisons que vous venez d'évoquer. Le Covid, au moins, a eu ce mérite, c'est que ça a ouvert les yeux d'un certain nombre de responsables en Europe sur la dépendance incroyable dans laquelle nous étions. Et on a parlé des médicaments, on a parlé des vaccins, les semi-conducteurs en étaient une autre. Et donc vous voyez bien que la question de comment ce que l'on fait aujourd'hui, on parle beaucoup aujourd'hui à tort de souveraineté dans ce domaine. Je pense plutôt qu'il faille parler de sécurité stratégique sur ces points-là, qui commence à motiver non seulement l'État français, mais aussi l'Europe, qui réalise que là, il y a un vrai risque et un vrai danger. Toujours temps d'être lucide, n'est-ce pas, parce que ça permet quand même de commencer à réfléchir à comment résoudre le problème. J'aurais préféré qu'on le fasse avant, mais bon, on le fait, maintenant on commence à y réfléchir. Aujourd'hui, les entreprises sont à peu près condamnées, pour ce qui concerne les européennes, en tous les cas, à se reposer sur des contrats à long terme,
La difficulté, comme vous l'avez évoqué, c'est de tirer le bon terme pour avoir suffisamment de souplesse le moment venu s'il y avait des changements technologiques majeurs. Après ça, on n'en est pas à un près et ça peut bien arriver. Mais c'est quand même la seule façon aujourd'hui de pouvoir le faire. On peut être aidé par, j'allais dire, les pouvoirs publics dans une diplomatie que j'appelle une diplomatie économique, diplomatie des métaux, mais qui reste encore, je vais être honnête avec vous, assez balbutiante. La grande différence entre nous, qui sommes en Europe au point de vue au cœur de nos activités, et ce qui se passe aux États-Unis ou en Chine, c'est que précisément la puissance publique, que j'appelle la puissance, et ce n'est pas une caricature, militaro-économico-politique, fait ce qu'il faut pour accompagner l'industrie et faire une transition énergétique extraordinairement intelligente. Je regrette de vous dire, on en subit les conséquences, mais ce qui se passe aux États-Unis et que Biden a mis en place est assez génial. Parce qu'en réalité, il s'agit de faire exactement ça, c'est-à-dire transformer, décarboner, notamment la mobilité, avec des subventions massives. Pardon, vous parlez de l'IRA. Je parle de l'IRA qui s'appelle l'Inflation Reduction Act. On se demande pourquoi. Oui, d'ailleurs, ça n'a strictement rien à voir. C'est clairement une politique que je qualifierais de protectionniste, mais plutôt intelligente, parce qu'il conditionne non seulement une aide massive de l'État à la participation du secteur privé, et surtout au fait que les éléments de conception et de fabrication des véhicules soient de plus en plus issus d'Amérique du Nord. C'est vrai pour les batteries, c'est vrai pour tous les éléments, etc. Donc la transition est très intelligente et au passage, ont fermé leurs frontières aux véhicules chinois. Si je vous dis ça, c'est qu'aujourd'hui en Europe, on en est loin. Il y a une volonté de bouger, il y a une volonté de réfléchir, de sécurité, etc. Vous en entendez parler tout le temps, mais on est encore au balbutiement. Et ça va être un peu notre requête. Luca De Meo, directeur général de Renault, qui préside aujourd'hui, et je suis très heureux, l'association des constructeurs européens d'automobiles, vient effectivement de faire une demande extrêmement précise et officielle sur le fait qu'il est temps que l'Europe s'occupe de la politique industrielle, notamment dans l'automobile, parce que sinon, nous allons nous retrouver avec des vulnérabilités dont on a passé notre temps à décrire tout à l'heure. Donc il y a un énorme sujet politique là. Vous savez, pour moi, peut-être vous avez trouvé que je caricature, mais nous sommes dans une confrontation, j'allais dire, très violente. Quand je suis dans les usines et que je parle aux équipes et tout, je leur dis, vous savez, ça va être à balles réelles maintenant. Il n'y aura pas de cadeaux. Les Chinois envoient des voitures en Europe massivement. Nous avons ce problème de vulnérabilité que vous avez évoqué. Il va falloir tout de même se réarmer, comme on dit aujourd'hui. Et quand je dis réarmer, le mot n'est pas absurde. Je continue à penser que la question géopolitique devient prégnante dans notre vie. Elle est en train de mener la danse de la vie économique mondiale et que cette géopolitique se fonde notamment sur quelques passions, sur quelques nationalismes, mais surtout sur des forces militaires. Et le réarmement du monde n'est pas totalement anodin à cet égard-là. Je caricaturerais presque le propos en disant que les futures guerres sont des guerres de métaux, des guerres d'approvisionnement, des ressources rares. Et je ne suis pas étonné que les États-Unis s'intéressent beaucoup à l'Australie, parce que nous savons très bien ce qu'il y a en Australie, et donc pour moi, pour prendre un peu peut-être quelque chose d'un peu, j'allais dire, peut-être excessif, mais la question des sous-marins était totalement secondaire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Bien. Une fois que j'ai dit ça, vous voyez où se situe l'enjeu. Et pour répondre à votre question, je sais que l'enjeu est un enjeu géopolitique et donc de rapport de puissance. Et qu'il est temps que l'Europe se réveille sur ce sujet-là, parce qu'elle n'en prend pas encore vraiment le chemin, si elle veut vraiment ne pas être prise en étau entre ces grandes forces politico-militaires économiques qui nous entourent et qui regardent l'Europe aujourd'hui avec un espèce de sentiment de « bon, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va en faire ?» Mais c'est un peu un terrain de jeu plus qu'une puissance. Voilà, excusez-moi d'être un petit peu cash, comme on dit aujourd'hui, mais je pense que si on ne prend pas ça au sérieux de façon collective, on se prépare des moments compliqués. Voilà. Mais je vous ai dit qu'on réfléchissait à des plans B, je vous ai dit tout ça, et qu'on va se battre. Vous avez devant vous le patron d'une entreprise où les équipes sont décidées absolument à se battre, et on est capable de se battre en France, je vous assure, contrairement à ce que certains pensent.
mais je vous fiche mon billet qu'on va y arriver. Mais bon, le contexte, il vaut mieux être lucide. Voyez-vous, je suis un optimiste lucide. Ça vaut ce que ça vaut, mais au moins, ça permet de commencer à réfléchir aux vrais problèmes. Se réarmer, je reprends vos propres mots, ça passe aussi par la recherche et le développement. Olivier Babot, on avait aussi échangé là-dessus. Effectivement, pour vous, c'est un levier absolument essentiel dans cette course, en tout cas dans ce double défi réindustrialisation, décarbonation. Mais votre premier constat, effectivement, c'est que l'Europe, la France, l'Europe est aujourd'hui pas au rendez-vous, que face effectivement les États-Unis qui sont avec l'IRA et la Chine, où les subventions sont totalement ouvertes, on n'est absolument pas à la hauteur et que là, il y a un vrai risque de déclassement. Oui, nous allons bien avoir besoin d'une autre pointe d'optimisme, car j'ai bien peur de partager avec vous des inquiétudes et un diagnostic qui ne sera pas tellement plus optimiste que celui de mon estimé collègue, le professeur Chalmin. Vous avez mentionné les technologies, le réarmement et l'importance naturellement de l'innovation qui est au cœur de Renault. Alors c'est vrai que dans l'histoire, s'il y a bien quelque chose qu'on apprend, c'est que le peuple qui a la meilleure technologie est souvent celui qui a le pouvoir militaire. Crécy et Azincourt, les Anglais avaient les longbows qui ne craignaient pas la pluie et nous avions de magnifiques arbalètes qui tiraient 2 fois moins de carreaux à la minute. Et évidemment, ça a été beaucoup moins efficace. Je ne veux pas revaloriser la chevalerie française, mais bon, on n'était pas aidés. Et bien sûr, si l'on a gagné à Castillon, devenu Castillon la bataille, c'est parce qu'on avait les meilleures artilleries. Et malheureusement, au XXIe siècle, les règles du jeu sont à peu près les mêmes. Alors, on dit souvent qu'une forêt qui pousse fait moins de bruit qu'un arbre qui tombe. Malheureusement, une forêt qui meurt ne fait pas de bruit beaucoup non plus. Il y a beaucoup dans les déchéances françaises, dans le décrochage français, des choses qu'on connaît aujourd'hui, malheureusement, qui sont documentées, qu'on connaît tous, celle de l'école par exemple, il y a des classements, on le sait. Il y a un décrochage malheureusement qui se voit beaucoup moins, qui est à bas bruit, c'est celui de l'innovation. Nous avons des dépenses intérieures en recherche de 54 milliards d'euros, c'est 2,3% du PIB. On est en dessous du niveau fixé par l'Union européenne dans le cadre de sa stratégie Europe, qui est à 3% déjà. On est en deçà de la moyenne de l'OCDE, qui est à 2,5%, avec des progressions qui sont beaucoup moins fortes que ceux des Allemands, qui, eux, pendant ce temps-là, font des efforts importants. On dépense beaucoup d'argent, mais on dépense de l'argent, malheureusement, plutôt pour du fonctionnement, pas beaucoup pour de l'investissement. On ambitionne d'être une nation innovante, mais enfin, on ne s'en donne pas les moyens. On est 15e au sein de l'OCDE. On dépense 2,8 points de moins de PIB qu'Israël, 2,5 points de moins que la Corée du Sud et même la Suède. Encore plus inquiétant, on dit qu'en France, on n'a pas de pétrole, on a des idées, mais en avons-nous vraiment, puisque la part des publications scientifiques de la France dans le total mondial est passée en peu de temps de 4,2 à 2,8%. Quelques idées sur le décrochage, et après j'aimerais vous interroger sur évidemment les solutions, les raisons de ce décrochage. D'abord, sans doute, un manque de culture scientifique. Alors, on sait que nous perdons le sens des mathématiques, mais c'est peut-être encore plus profond. Hein. On avait fait un baromètre, je crois, il y a 1 an, notre dernière version, chez Sapiens, qui montrait que seuls 58% des Français comprenaient réellement les enjeux des grandes découvertes scientifiques. Seulement 50% pensent que grâce à la technologie, on vivra mieux à l'avenir. Et c'est un taux qui a chuté. On a perdu 10 points en très peu de temps. Les gens sont de plus en plus pessimistes vis-à-vis de l'avenir. Depuis 2006, le nombre de diplômés d'un master scientifique a baissé d'1 point en France et il a augmenté de 10 points pour les sciences sociales. J'adore les sciences sociales, mais il nous faudrait beaucoup plus d'ingénieurs. Les raisons aussi des engagements de l'État, sans doute en 40 ans, la part du financement de l'État dans les dépenses intérieures de R&D est passée de 54 à 32%. 54 à 32, un désengagement qui est massif. Celle des entreprises en parallèle est passée de 40 à 57%. C'est-à-dire que les entreprises ne peuvent pas absolument suppléer à tout l'effort de l'État qui n'est plus là, mais elles essayent. Hein. Et puis on pourrait aussi parler des restrictions aux investissements directs étrangers. Hein. La France est plutôt dans les plus restrictifs. Et sans doute la complexité, c'est devenu un thème à la mode depuis nos amis agriculteurs, mais enfin on est nombreux à le dire depuis très très longtemps. Hein. Une complexité trop importante, c'est un sujet qui est pointé maintenant mais qui existe depuis longtemps. Cette complexité, l'OCDE avait évalué son coût entre 60 et 80 milliards d'euros par an à l'économie française. Selon le Global Competitiveness du Forum mondial, hein, le Global Index, la France se situerait au 115e rang sur 140
des nations où l'organisation administrative est la plus pesante. Une entreprise privée comme Renault est lancée à fond dans la voie de l'innovation. Est-ce qu'elle se sent aujourd'hui épaulée par les pouvoirs publics? Quel type de complémentarité entre recherche fondamentale, ce qu'on appelle souvent l'invention, et l'innovation? Comment on peut progresser de ce point de vue-là? Là aussi, effectivement, vous posez un diagnostic assez dur, mais ça ne fait rien, il faut regarder les choses en face. Encore une fois, la lucidité, c'est la première des vertus. Vous avez compris que je n'étais pas, j'allais dire, discret sur ce sujet. Vous avez raison, on a un déficit de recherche, les chiffres en parlent. Déficit d'investissement global. La France, oui, mais pas que. Si on prend l'Europe en général, on a le même sujet par rapport aux États-Unis, y compris par rapport à la Chine, encore que les chiffres soient difficiles à mesurer dans ce pays, comme vous le savez. Mais le décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis depuis 10 ans est assez impressionnant. Il se traduit notamment, quand on cherche les causes, dans la faiblesse relative de la R&D en Europe. Bon, vous connaissez les causes, l'éparpillement de l'Europe, la question de la non-consolidation des différents organismes de recherche. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est l'expression même de la faiblesse globale politique de l'Europe en tant que telle. Pour la France, je crois que là aussi on a pris conscience du problème. Mais on se retrouve avec un problème de ressources. L'industrie automobile, je crois, fait son devoir. Je ne veux pas, parce que je suis un peu en charge d'essayer de la vanter particulièrement, mais les dépenses de R&D de l'automobile, tout confondu, sont quand même assez considérables. Et dans le pays, ça représente entre 10 et 15% des dépenses de recherche globale. Pour l'industrie, c'est quand même considérable. Parfois, c'est même plus. On dépense des milliards en R&D. Tout ce qu'on s'est raconté tout à l'heure ne peut se faire que si on est capable de le faire. Mais si on prend le problème de façon plus générale, alors un mot sur Renault quand même, on dépose entre 400 et 500 brevets par an, c'est pas ridicule, on est plutôt dans les 5 ou 10 premiers dans les entreprises qui déposent des brevets. La question, c'est pas tellement le nombre de brevets, c'est la qualité de ces brevets, vous savez ça. Sachez que pour moi, depuis des années, la question des brevets est un élément totalement stratégique. Nous avons vécu en France avec des traditions étonnantes, vous savez, qui consistaient à dire il ne faut surtout pas déposer de brevets, parce que si on dépose des brevets, on va découvrir nos secrets. Quand j'étais président de Michelin, j'ai eu un certain mal à inverser la donne. Et en transgressant, si je puis dire, ce qui était au fond une culture de fond de l'industrie française, j'ai porté la notion de brevet et de stratégie de brevet comme un élément fondamentalement stratégique que je présidais moi-même. C'est vous dire que le sujet est important. Donc je crois qu'on fait notre travail, mais on n'est pas suffisamment porté globalement. Le paradoxe dans cette histoire, c'est que nous avons, contrairement à une idée reçue, des personnes extraordinairement compétentes qui sortent de notre système scolaire, on va le dire, si je peux me permettre cet élément, des gens extraordinairement brillants qui aujourd'hui sont tous aux États-Unis. C'est pas compliqué. J'ai pas plus tard que ce matin, je discutais avec une dirigeante d'une grande entreprise technologique française de haut niveau qui se lamentait parce qu'elle disait mais tous les sujets sur l'intelligence artificielle, les entreprises françaises même qui travaillent dessus ont leur cadre aux États-Unis. Et c'est là-bas que ça se passe. Pourquoi? Parce qu'en Europe, on est contraint, on a des normes, on commence à nous bloquer, on commence à réfléchir à des régulations alors même qu'on n'a même rien créé, alors qu'aux États-Unis, on a la liberté. Et figurez-vous, la Californie, mais même maintenant Boston, toutes ces zones-là sont peuplées de Français brillantissimes qui créent des entreprises extraordinaires, mais ils le font aux États-Unis. C'est là où on a un paradoxe qu'il faut arriver à corriger. Et on touche directement à la question du financement. Parce que si on arrivait à financer dans la durée nos startups, eh bien, je pense qu'on aurait une chance de retenir. Quand je dis financer, je veux dire financer à la manière où les Américains l'ont fait pour Elon Musk ou d'autres, c'est-à-dire dans la durée. Et je pense qu'évidemment, on revient toujours aux questions du nerf de la guerre. Le grand problème de l'Europe, pour ne pas parler que de la France, mais on pourrait parler que de la France aussi, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une telle situation de déficit budgétaire, dans une telle situation de dette. J'aime bien qu'on utilise ce mot dette parce que récemment, dans les discours officiels, je n'ai même pas entendu le mot.
nous sommes dans une situation qui nous rend totalement exsangues. Et vous savez quoi? Le pire, c'est que nous avons en Europe, comme en France, une épargne assez considérable. Mais cette épargne, elle est orientée vers le financement de la dette publique. Le sans-risque, les obligations d'État, les assurances-vie sont à 80%, 90% orientées vers ça. Comment voulez-vous que cet effet d'éviction, ne bloque pas le système? Et là, il faut qu'on en renverse la vapeur, et ça va être encore un sujet politique au niveau européen. On ne va pas s'en sortir si on continue comme ça. Il faut créer des conditions pour lesquelles cette épargne européenne se réoriente massivement sur les capitaux des entreprises européennes. Nous avons un déficit par rapport au reste du monde qui est assez flagrant. Si nous ne le compensons pas, nous aurons des conséquences forcément globalement sur la recherche en Europe. Ne vous étonnez pas pourquoi nous n'avons aucun GAFAM, si je puis dire, ou équivalent chinois en Europe, ça vient de là. Et quand on rentre dans le micro, eh bien on retrouve le même problème. Voilà, donc on a un énorme sujet qui n'est pas forcément la responsabilité des entreprises. On fait tout ce qu'on peut, et dans l'automobile, je vous prie de croire qu'on fait vraiment tout ce qu'on peut. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on est capable de sortir des technologies assez extraordinaires. Mais globalement, votre sujet est central, il est stratégique, et au niveau de l'Europe, il doit être pris mais comme un premier élément stratégique. Mais ça passe par la conversion de l'orientation de l'épargne européenne et française sur les capitaux propres des entreprises. Et là, vous commencerez à voir de la différence. Effectivement, on ne retrouve pas de GAFAM européens et c'est bien malheureux. Sonia Bellit, vous faites effectivement de votre côté ce constat, que ce soit en France ou en Europe d'ailleurs, qu'on soit très en retard sur tous les champions mondiaux de la décarbonation. Là, je pense évidemment aux véhicules électriques, à l'hydrogène, aux carburants durables. C'est quoi le problème? C'est quoi votre analyse? Qu'est-ce qui fait qu'on est incapable, entre guillemets, de créer des champions? Je vais d'abord faire le diagnostic parce que vous parliez de brevets. On a justement là, très récemment publié une étude dans laquelle on fait une analyse de brevets pour évaluer le positionnement de la France vis-à-vis des autres pays, de ses principaux concurrents, sur les domaines dont on parlait tout à l'heure, donc ce qu'on a appelé donc des innovations de rupture, dans le sens où ce sont des vraies ruptures dans l'usage, mais elles ont un contenu technologique assez important, et donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé aux brevets. Et donc dans ces 12 domaines, on a les batteries pour véhicules électriques, l'hydrogène décarboné, les carburants durables, j'en passe, les éoliennes en mer, etc. Et ce qui a été frappant, c'est que finalement on constate une sorte de désalignement entre le leadership de la France et de l'Europe en matière de décarbonation, mais plutôt sur le plan réglementaire, et son manque de leadership technologique. Parce que donc, sur la base de cette analyse de brevets, ce qu'on constate sur ces, disons, il y a 12 domaines, mais 8 qui concourent à la transition écologique, sur ces 12 domaines, en vérité, ce sont souvent les 4 ou 5 mêmes pays qui sont les leaders. Donc, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine, le Japon, la Corée du Sud. Et parfois, on alterne entre la Chine et l'Allemagne. L'Allemagne, évidemment, se retrouve parmi les leaders sur la moitié des domaines. Un deuxième résultat important, c'est qu'en plus, ils concentrent les brevets. C'est-à-dire que sur chacun des domaines, les 4 premiers déposants de brevets, les 4 premiers leaders, concentrent au moins 50% des brevets, très souvent les 3/4, parfois près de 90% dans le cas des batteries pour véhicules électriques et dans le cas d'hydrogène décarboné. Et puis, un troisième constat, et vous l'avez compris, la France n'apparaît jamais parmi les leaders, et la plupart des pays européens non plus, hormis l'Allemagne, et hormis quelques pays dans les éoliennes en mer. Alors ensuite, ce diagnostic, il faut évidemment le mettre en lien avec la situation de la France. C'est-à-dire que la France, elle a une industrie qui est sous-dimensionnée, et c'est évidemment aussi lié à ça. Ensuite, les résultats sont aussi à mettre en cohérence avec le PIB, c'est-à-dire que les 4 premières puissances mondiales sont la Chine, les États-Unis, le Japon et l'Allemagne. Donc on les retrouve aussi très souvent parmi les leaders. Donc c'est évidemment à mettre en perspective avec ces résultats-là. Mais malgré tout, ce qu'on essaie de mettre en évidence, c'est que la Corée du Sud, elle, est toujours très bien placée, a une recherche publique de pointe aussi, et pourtant ne fait pas partie, 8e, enfin, je n'ai plus le chiffre en tête, mais en tout cas, elle ne fait pas partie des principales puissances mondiales. Et donc, lorsqu'on regarde aussi le palmarès des brevets, notamment dans le domaine des batteries pour véhicules électriques, on s'étonne qu'il n'y ait aucun constructeur français, qu'il n'y ait que des constructeurs japonais, allemands, notamment sud-coréens.
Et donc une question qu'on se pose, c'est quelle est la stratégie, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais quelle est la stratégie d'un constructeur comme Renault? Est-ce qu'on est dans une stratégie de rattrapage ou alors de rupture pour vraiment voilà, devenir leader sur un autre type de batterie? Bon, malgré tout, quand on regarde les brevets et qu'on s'intéresse à des nouvelles chimies de batteries, des batteries un peu prometteuses, les brevets sont assez rares en réalité, hein. On est encore sur les batteries lithium-ion. Et puis j'avais une autre question sur les leviers financiers et notamment le rôle des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a l'IRA, les États-Unis ont une politique industrielle très offensive, la Chine aussi. La Chine, elle a consolidé sa politique industrielle à coup de subventions. Les batteries pour véhicules électriques, c'est 50 milliards sur les dernières années. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la politique de la France en la matière? Est-ce que les pouvoirs publics soutiennent suffisamment? Je pense au PIA4, au programme d'investissement d'avenir. Est-ce que, voilà, en orientant les investissements, en subventionnant vers ces domaines-là, est-ce qu'on pourrait penser qu'on pourrait rattraper ce retard? Oui, merci de remettre ce sujet, parce que c'est tellement important. Je pense que franchement, l'État français a pris conscience de ce sujet-là, et tous les grands programmes depuis, j'allais dire, M. Montebourg, on va dire, qui se sont succédés, ont été dans la bonne direction. Alors, c'est une question d'ampleur parfois, mais quand même, les derniers plans sur France 2030, etc., c'est des montants en dizaines de milliards d'euros qui ne sont pas négligeables et qui sont fléchés vers des projets de recherche dont Renault d'ailleurs a bénéficié aussi, et franchement, on ne va pas s'en plaindre. Donc il faut comprendre que tout n'est pas à jeter. Au contraire, il y a eu quand même un réveil sur cette idée de la réindustrialisation, passant par notamment l'amélioration des projets de recherche avec des subventions de l'État ou des aides que je ne peux pas négliger. Alors maintenant, c'est une question d'ampleur, et j'ai évoqué tout à l'heure globalement le déficit global par rapport au reste du monde. L'autre façon de faire, c'est pas simplement se reposer sur l'État, mais c'est de nous-mêmes essayer de promouvoir de la recherche à travers ou des startups industrielles dynamiques qui peuvent permettre de renverser la vapeur à terme. Alors on a évoqué les nouvelles recherches sur les batteries, je ne rentre pas dans les détails, il y a effectivement des technologies qui se préparent, qui peuvent être quand même très intéressantes, mais nous-mêmes en France, pour prendre l'exemple de Renault, puisque finalement nous avons contribué considérablement à l'existence et à la naissance d'une société qui s'appelle Verkor, qui est une société qui fabrique des batteries et qui va d'ailleurs construire avec nous une usine de batteries dans le nord de la France. Cette société est française, elle est grenobloise. On espère qu'elle va réussir, on fera tout pour. Si Renault n'était pas là, cette société n'existerait pas. Nous la portons et on va la porter jusqu'au bout. Et nous aurons au départ effectivement des batteries chinoises, mais nous aurons aussi celle-là. Voilà. Donc on est en train d'essayer de renverser la vapeur par une action qui est dans nos mains, dont nous prenons nous-mêmes la responsabilité, et que nous allons essayer de faire émerger avec des chimies nouvelles, avec des laboratoires de recherche très particuliers, etc. On est parfaitement capable de le faire, mais il faut que ces gens-là se sentent soutenus. Voilà. De la même manière que tout ce qui se fait dans l'intelligence dite artificielle, des sociétés comme Mistral et autres que vous connaissez seulement, il faut tout faire pour éviter que ces sociétés-là émigrent. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à votre question, c'est-à-dire que nous avons, dans le contexte que vous avez évoqué tout à l'heure, qui n'est pas facile, il y a tout de même quelques démarches positives par les aides de l'État français. Il y a aussi, surtout, des engagements de l'entreprise elle-même pour porter des innovations à travers des startups que nous allons soutenir pour d'évidentes raisons. Voilà. Je crois avoir à peu près cerné le sujet, mais votre diagnostic, je n'ai pas une virgule à enlever. Simplement, je vous donne quelques éléments. On a parlé financement, on a parlé recherche et développement, on a parlé approvisionnement, mais il y a une thématique qu'on n'a pas encore abordée, c'est celle des ressources humaines, une thématique qui vous est chère depuis même à l'époque où vous étiez directeur général de Michelin. Vous êtes, vous, intimement persuadé que pour réussir à réussir à nouveau ce double défi réindustrialisation, décarbonation, ça passera forcément par gagner la guerre des talents. Ce qui m'amène une double question. Est-ce qu'on peut encore
gagner cette guerre des talents, sachant que cette guerre est aujourd'hui mondiale. Et la deuxième chose, c'est effectivement, est-ce que l'industrie ne souffre pas encore d'une image, j'allais dire, peu sexy face, effectivement, si on revient aux GAFAM ou en tout cas aux géants du numérique? Oui. Oui, non, merci d'évoquer ça parce que, à la limite, j'allais presque dire, c'est le premier sujet. Juste pour vous donner une idée, un ordre de grandeur, aujourd'hui, on estime dans notre industrie que nous avons en France à peu près 8 à 9% de personnes, de collaborateurs qui travaillent dans l'entreprise, qui sont capables, entre guillemets, au sens anglais du terme, de changer de métier. Dans les fameuses révolutions dont je vous parle, vous avez compris que l'automobile, c'est plus tout à fait ce que c'était il y a 5 ans. Vous aviez décrit ça avec un volant de 4 roues, etc. Bon, c'est un petit peu raccourci, mais enfin, aujourd'hui, c'est j'allais dire en caricaturant, un téléphone sur roue quand même. Donc nous sommes 35% de la voiture, c'est la batterie, ou 40% même. Le reste, c'est du software, et c'est-à-dire du logiciel. Et donc, on a changé de métier. C'est ça la révolution. Et nous avons aujourd'hui entre 8 ou 9% de nos équipes qui sont capables de passer. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait urgence, compte tenu de tout le contexte qu'on a évoqué, vous le sentez que là, pour le coup, il y a une énorme urgence. Et donc, la question de la formation est juste essentielle. J'aurais préféré qu'on l'anticipe une fois de plus. Je ne vais pas revenir sur les décisions qui ont été prises sans aucune analyse d'impact. Donc maintenant, on a ça sur les épaules. Il faut s'en débrouiller. Ça veut dire qu'il faut former des milliers de collaborateurs à un rythme extrêmement rapide sur des formations lourdes, de changement de métier. Je ne vous parle pas de stage de 3 jours à Deauville. Je vous parle de trucs lourds, des semaines de semaines. Quelqu'un qui travaille dans le thermique, qui se met à travailler dans les rotors des moteurs électriques, c'est juste un autre monde. Et donc, il faut transformer ça. Quant au logiciel, je ne vous dis pas ce que ça veut dire aussi. Ça rejoint d'ailleurs tout ce qu'on disait tout à l'heure sur les questions de la technologie et de la recherche. Donc, il faut former. Formation, formation, formation. C'est probablement le plus gros investissement que nous devons faire aujourd'hui, si on veut réussir de passer ce cap, avec l'optimisme que j'ai essayé de vous transmettre. Si on rate ça, alors pour le coup, là, je ne sais plus très bien ce qu'il faut penser. Il faut comprendre que dans le monde entier, vous l'avez dit, il y a des milliers d'étudiants qui sortent des universités indiennes, chinoises, pour ne prendre que ces 2 pays-là. C'est massif. J'étais en Inde l'autre jour, j'étais fasciné de voir ce que ces milliers d'étudiants ont en la tête et ont soif de faire. C'est pour ça que de temps en temps, je dis aux étudiants français, quand vous êtes là à manifester sur les questions de vert, pas vert, etc., j'ai dit, écoutez, faites un peu attention, parce que si vous ne voulez pas venir nous aider en interne pour faire évoluer le problème, c'est d'autres qui vont s'en charger. Et ils ont soif. Et ils sont très bons. Nous avons en Inde aujourd'hui, pour Renault et Nissan, probablement un des labos de recherche sur l'intelligence artificielle qui est un des meilleurs au monde. C'est juste fascinant. De fait, de jeunes Indiens, vous les voyez, vous êtes scotchés. Donc il faut comprendre que si on ne réagit pas vite en France sur ce thème-là, là, pour le coup, on a du souci à se faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a créé une université interne. On s'associe avec les universités des régions. À Flins, on a reçu l'autre jour du gouvernement un formidable label d'excellence, etc. Très bien. Pourquoi? Parce qu'on fait marcher un système, un écosystème. On forme non seulement les équipes de Renault, mais aussi les fournisseurs, les équipes auto, etc. C'est des milliers de gens. Nous en avons formé 12 000 en 1 an et demi. Il nous faut arriver à 25 000 avant la fin 24 et on vise 40 000 à 50 000 formations lourdes avant 28. C'est juste énorme. On n'a jamais vu ça. Mais c'est la condition fondamentale du succès. Sinon, je vous garantis que tout ce qu'on racontait tout à l'heure, on peut en parler, c'est sympa, mais ça ne va pas aller très loin. Voilà, donc merci de poser cette question, parce que c'est au cœur du sujet, et on y veille comme le lait sur le feu, et on y consacre toutes les ressources possibles. Voilà. Peut-être dans la continuité, effectivement, qui dit RH dit aussi organisation, parce qu'on n'a pas les talents d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Enfin, dans le sens, effectivement, certainement qu'il faut que l'entreprise, dans son organisation, soit différente. Est-ce que est-ce que les entreprises doivent aussi réinventer leur organisation pour faire face à la fois, encore une fois, à ce double défi, mais aussi plus simplement pour pouvoir accueillir ces meilleurs talents, pour pouvoir leur donner un environnement qui leur donne envie? Est-ce qu'il y a aussi cet enjeu? Oui, la réponse est oui.
Et tout ça arrive en même temps. Pour résumer un peu la situation, j'ai une conviction incroyablement forte qui vient probablement des travaux que j'ai pu faire avec Nicole Notat quand on a rédigé le rapport sur le rôle des entreprises, qui vient du fait que j'ai co-présidé les Assises du travail l'année dernière et qu'on a travaillé de façon extraordinairement intense sur ces problèmes d'accès au travail, de sens, etc. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais il faut bien comprendre que nous avons un souci global que je partage avec vous, qui est que notre pays souffre considérablement d'une absence globale d'écoute, de respect et de reconnaissance. Et que si on ne traite pas ce problème au fond, tant dans les entreprises privées que dans la fonction publique, que dans l'organisation des territoires et de l'État, on se prépare des moments difficiles. Pardonnez-moi ce raccourci, parce que ça mériterait des développements plus importants, et je pense que je vais m'attacher à les développer. Ayant dit ça, lorsque l'on regarde les sujets d'organisation globale, si on veut faire en sorte que la reconnaissance soit effectivement au cœur de nos organisations, il faut être capable de se réorganiser. L'autonomie concédée, la responsabilité des personnes en autonomie, tout ça, c'est beau à dire, c'est pas facile à faire. Il y a un moyen d'accélérer l'histoire. J'ai mis pour ma part 8 ans dans le groupe Michelin et je considère que ça a été ma principale action comme dirigeant du groupe, à renverser cette entreprise qui était d'une culture totalement verticale vers une culture responsabilisante. Je vous assure que c'est horriblement difficile à faire. Aujourd'hui, dans le groupe Renault, nous prenons une voie qui est encore pas tout à fait affirmée, mais qui se traduit par une décentralisation assez significative de pôles d'excellence. Vous avez sans doute entendu parler d'Ampère, qui est le pôle électrique, notamment en France. Vous avez le pôle des moteurs thermiques, dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez Alpine, vous avez Mobilize, qui est la filiale de service à la mobilité. Vous avez également les véhicules utilitaires. Tout ceci n'est plus dans une boîte noire qui s'appelle Renault. C'est Renault, mais dans des organismes décentralisés, qui ont plusieurs vertus, qui est celle d'accélérer le principe de la responsabilisation, parce que tous ces pôles ont bien entendu une responsabilité de résultat, mais du coup, au-delà de cette responsabilisation qui est extrêmement vertueuse, elle fait émerger des talents que l'on ne voyait pas avant parce qu'ils étaient noyés dans une irresponsabilité totale, dans une boîte noire que j'avais du mal à lire. Tout ceci mériterait des demi-heures d'explication et d'approfondissement. Mais si je peux laisser avec vous ce message fort que j'ai bien l'intention de porter le plus vite possible dans notre pays, parce que je crois que fondamentalement c'est une inspiration dont nous devons, j'allais dire, être conscients et porter. La responsabilisation est, à mon avis, une ambition nationale traduite dans les entreprises. Ça se traduit par des réorganisations, par des formations massives de révolution managériale. Ceux qui ont la curiosité de lire les conclusions des Assises du travail verront que la principale conclusion, c'est que nous recommandons une révolution managériale dans le pays, dans l'ensemble des secteurs, que ce soit la fonction publique qui n'en peut plus d'être irresponsabilisée, le secteur privé qui a encore énormément de chemin à faire pour sortir de la verticalité qui existe beaucoup plus couramment qu'on ne le pense, de même que dans l'organisation de l'État, des territoires, il y a là une soif incroyable qui sort par tous les pores de la peau. Dans ce pays, nous souffrons trop de verticalité, il faut absolument en sortir. Et je prétends que c'est le combat des années qui viennent. Merci beaucoup, Monsieur Sénard. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Je crois qu'on peut passer aux questions portées par le public. Alors, je vous propose 3 questions liées au financement. La première qui est, vous nous avez parlé de la décarbonation des moteurs thermiques. Avez-vous reçu des aides au sens large pour cette recherche, ou allez-vous en recevoir de la part de la France et de l'Europe? On est dans le domaine de l'espoir, si je puis me permettre, monsieur, dans ce domaine.
Pour l'instant, nous en prenons un peu la responsabilité. C'est vrai que tout seul, nous ne pourrions pas faire grand-chose, mais nous allons nous associer vraisemblablement avec un très grand pétrolier mondial qui, depuis 10 ans, a consacré ses recherches sur ces domaines. Vous comprenez bien que il faut vite accélérer l'histoire et qu'on ne peut plus faire ça tout seul. Ça fait partie de l'écosystème dont je parlais tout à l'heure. Donc à travers cet écosystème, je pense qu'on va trouver des fonds nécessaires. Pour l'instant, ça ne va pas au-delà. Bien, merci. Quelqu'un revient sur le problème de l'électrification à rythme forcé et nous dit si cela devient un échec et que l'UE revient sur sa décision de 2035, les chaînes de production pourront-elles s'adapter et faire marche arrière? Vous l'avez un peu évoqué, mais là on parle vraiment d'arrêt. Ah non, mais c'est une excellente question. C'est d'ailleurs, ça fait partie de la responsabilité d'avoir pris une décision de ce type. Comment voulez-vous qu'on poursuive de façon tout à fait paisible plusieurs voies technologiques? Mais quand on pense à l'investissement nécessaire pour porter une technologie, comprenez-vous que c'est quand même pas simple de porter plusieurs à la fois. Donc c'est une des raisons pour laquelle nous avons fait le choix courageux d'avoir un plan B. Je ne reviens pas là-dessus, parce que malgré tout, c'est quand même ce qu'on va faire. Mais la question est plus que pertinente et la réponse est tout sauf évidente. Voilà. Et il faut comprendre aussi que l'électrique, tel que sont les choses, même avant même la décision de Bruxelles sur le 35, sur 2035, était une voie pratiquement fatale, j'allais dire, puisque il y a des réglementations depuis très longtemps en Europe qui s'appellent le CAFE, pour ceux qui sont familiers avec cela, qui consiste à fixer dans le temps des limites supérieures au gramme de CO2 que vous pouvez émettre dans votre moteur. En 2030, ça sera 50. Aujourd'hui, c'est 96 et nous arrivons... Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Comment voulez-vous atteindre ces réglementations sans moteur électrique? Là où il y a un biais, mais c'est quand même ça qui est intéressant, c'est parce qu'on n'a pas forcément regardé les choses du bon côté. C'est que ce CAFE dont je vous parle, ces réglementations concernent j'allais dire, le véhicule lui-même, c'est-à-dire du réservoir à la sortie du moteur. Le vrai problème de la décarbonation, c'est pas le véhicule tout seul, c'est l'ensemble du cycle de produit qu'on dit de façon simple du berceau à la tombe, c'est-à-dire qui démarre à l'extraction des métaux nécessaires dont on parlait tout à l'heure, à leur raffinage, à l'usine elle-même de batterie, à l'usage du véhicule jusqu'à sa fin de vie. C'est le seul moyen de comprendre ce qu'est la décarbonation. Et dans ce domaine-là, on a enfin fait quelques progrès. Je dois souligner, parce qu'il faut être tout à fait objectif, que la disposition française, sur laquelle on a un peu travaillé, mais qui consiste à dire qu'à partir d'un certain moment, seront subventionnés les véhicules, seuls les véhicules qui auront une équation carbone mesurée de cette manière-là, de façon correcte, est la bonne mesure. Le problème, c'est qu'on le fait pour la France, donc saluons cette initiative, mais il est urgent qu'elle soit faite au niveau européen, parce que sinon, elle ne sera pas très impactante. Donc voilà ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut avoir conscience qu'en effet, il y a un risque, mais que si on veut soutenir le développement harmonieux de l'électrique dans l'avenir, ce qui sera en Europe quand même une voie évidente, il faut bien mesurer ce qu'on appelle la décarbonation. La chance qu'on a en France, c'est qu'on a une énergie décarbonée. On retrouve là au moins le bonheur du nucléaire. Il était temps qu'on s'y remette, n'est-ce pas? Mais ça fait partie de l'équation. Donc on est plutôt privilégié de fabriquer des voitures électriques en France parce que l'équation de décarbonation est meilleure, d'accord? Mais bon, on est en France et on n'est pas seul en Europe. Voilà ce que je voudrais dire. Donc, bien conscience qu'on n'a pas vraiment le choix, mais pour avancer, il faut au moins qu'on ait la bonne mesure. Voilà, j'essaie de résumer le sujet. Merci. Alors, des participants demandent pourquoi nos amis américains qui ont une dette énorme, un déficit budgétaire énorme, se lancent à financer leur industrie comme ils le font avec l'IRA, bien évidemment, et pourquoi l'Europe ne le fait pas. Alors, on a compris que l'Europe était très endettée, vous nous l'avez rappelé, mais pourquoi deux traitements dans des conditions similaires?
Les États-Unis ont toujours été dans une situation particulière par rapport à la dette, dont je considère qu'effectivement elle arrive à des niveaux impressionnants, mais elle reste quand même la première économie du monde. C'est que la grande affaire dans cette histoire-là, c'est que oui, les États-Unis se sont endettés, mais reconnaissons aujourd'hui, quand on regarde la situation économique mondiale, que les États-Unis, dont on pensait que la Chine allait les dépasser, les broyer, etc., non seulement ce n'est pas le cas, mais demeure et aujourd'hui est de façon très nette la première très grande économie mondiale. Ça, je dirais à la limite, la dette, on peut peut-être l'assumer. D'accord ? Dans ces conditions-là, regardez ce qui se passe, la croissance aux États-Unis, l'économie, enfin c'est incroyable, y compris dans l'automobile, c'est impressionnant. En Europe, ce n'est pas tout à fait le cas. D'abord, le morcellement de l'Europe fait que les dettes ne sont pas globalisées. Et donc, chacun se retrouve avec sa gestion de dette et encore, il n'y a pas beaucoup de solutions pour le trouver. Mais il manque cette unité européenne qui ferait que seuls des emprunts au niveau de l'Europe pour financer ce type de développement seraient la solution pour imiter les États-Unis. Nous avons besoin de globalisation. Et aujourd'hui, comme vous le savez, c'est l'objet de discussions sans fin d'autorités politiques qui, par les traités de l'Europe, ont une difficulté majeure pour s'entendre. C'est possible, mais aujourd'hui en Europe, c'est encore terriblement paralysé. Michel-Main, je crois que je vais aussi intervenir sur cette dernière question. Je voulais simplement réagir même sur la question d'avant, rappeler que vous aviez tout à fait raison, qu'il faut intégrer l'ensemble de la trace carbone, je dirais, de la mine à l'automobile. Et qu'il est admirable pour la Chine d'avoir la première industrie automobile électrique mondiale, mais de rappeler que quand même 60% de l'électricité chinoise est produite à partir de charbon et même de lignite. C'est précisément pour ça que quand on met des barrières intelligentes qui intègrent les impacts environnementaux, on fait quelque chose d'intelligent et c'est beaucoup mieux même que de fermer les frontières avec des droits de douane. Voilà, les États-Unis l'ont parfaitement compris, c'est ce qu'ils ont fait dans l'Iran. Voilà. Les États-Unis ont un autre petit avantage, c'est qu'avec le dollar, ils ont une sorte de droit de cuissage sur l'économie mondiale et que M. Biden, cette année, il roule à 7,5% de déficit public sur le PIB. Ça, c'est quand même un petit avantage comparatif. Bien sûr, nous n'avons pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que je peux rajouter ma dernière question? Bien sûr. C'est pas la mienne. Hein. Ah bon, je vous en prie, mais moi je suis celle qui nous parvient. Alors, on nous dit, vous citez le problème des financements de la recherche, des start-up, de l'industrie. Le problème ne vient-il pas largement de l'absence de fonds de pension dû au tabou de la retraite par capitalisation? Ça ne concerne pas que l'automobile, mais c'est la discussion pour les 2 prochaines heures. Oui, c'est ça. Ben, je vais quand même essayer de répondre rapidement parce que, soyons clairs, il me semble que nous manquons de courage, on va dire collectivement, parce que cette question des retraites aurait dû intégrer, à mon avis, le principe de capitalisation, même marginalement. Quand on pense que nous sommes dans un pays où on refuse de façon dogmatique ce principe-là pour les retraites du secteur privé, alors que l'ensemble de la fonction publique fonctionne avec une capitalisation pas négligeable d'une partie de leur retraite. C'est quand même invraisemblable. Alors là, de temps en temps, vous savez, vous êtes perplexe. Hein. Donc je pense que c'est une question de courage à un moment donné, parce qu'on sera probablement obligé de le faire un jour ou l'autre. Vous savez, c'est comme en France, on est très bon pour ça. On a des murs comme ça. Alors on dit le nucléaire, c'est l'horreur. Il faut fermer Fessenheim, il faut fermer tout ça, etc. Et puis à un moment, on se trouve devant un bec et on dit finalement le nucléaire, c'est génial. Et on contourne, voyez-vous. Alors sur la mobilité d'ici 2030, j'ai une thèse et comme j'espère être là pour le vivre, mais je pense qu'il y aura plusieurs voies de mobilité en Europe. Il y aura une grande part d'électrique, ça c'est sûr, pour toutes les raisons que je viens de dire et parce qu'on n'a pas tellement le choix. Mais il n'y aura pas que ça. Et j'espère qu'il y aura une part de carburant alternatif, intelligente et économique, et une part d'hydrogène à travers les piles à combustible, notamment dans les camionnettes et les transports de biens et les camions. Et je perçois qu'il y aura plusieurs modes sur lesquels il faudra jongler en fonction des circonstances. Voilà un peu comment je vois les choses. Peut-être que je me trompe,
Mais écoutez, moi, il y a 5 ans, j'ai été nommé président de Renault dans des conditions absolument invraisemblables. Voilà, bon, j'insiste pas trop. J'ai été auditionné par une grande commission économique du Sénat et également à l'Assemblée nationale, très vite. Alors les gens s'attendaient à ce que je leur parle de circonstances un peu compliquées dans lesquelles je vivais. En fait, je leur ai dit la chose suivante. Je m'entends encore en train de le dire. Je leur ai dit, dans 5 ans, nous allons assister à un tsunami de véhicules chinois. Et j'ai rajouté, pour note d'humour, nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer. Bien. Certains journalistes, très aimablement, repèrent aujourd'hui que j'avais dit ça. Pourquoi je disais ça? Je disais parce que je viens de vivre, comme patron de Michelin, en 5 ans, la prise de part de marché en Europe des pneus chinois, qui était de 5% en 2012, en 2018, elle était de 30%. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire pour des industriels. Et j'ai rajouté, je m'en souviendrai toujours, j'ai rajouté la différence avec les pneus. C'est que les pneus Michelin, pour ne parler que d'eux, sont d'une catégorie technologique bien supérieure à ce qui arrive en Europe des pneus chinois, même si elle nous rend très difficile la vie, notamment sur la valorisation. Le véhicule chinois, et je dis à l'époque, il sera au point. De temps en temps, c'est sympa de se dire qu'on avait raison, ça ne sert pas à grand-chose, mais au moins, voilà, je me dis dans un chien, parce que c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Voilà, donc maintenant, ça suffit d'en parler, on se bat. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Sénard. Une belle conclusion. Merci aussi à vous, Sonia Bellit, Philippe Chalmin, Olivier Babot, pour cet échange très riche. Merci à vous.